La faillite d'un empire, comment l'argent a détruit la Rome antique. Allons droit au but. Lorsqu'on évoque la chute de Rome, notre esprit convoque des images de barbares franchissant les remparts, de légions en déroute ou d'empereurs succombant au poison dans leur palais de marbre. Pourtant, les empires ne succombent pas uniquement sous les assauts extérieurs. Ils se décomposent de l'intérieur, et l'argent figure toujours parmi les forces de corrosion les plus puissantes. La chute de Rome ne fut pas seulement le fruit d'invasion ou de corruption, elle s'effondra lorsque sa monnaie s'effondra. Les enseignements de cet effondrement résonnent encore aujourd'hui, s'appliquant à toute économie moderne qui croit pouvoir manipuler la monnaie en toute impunité. Avant de continuer, dis-moi à quelle heure tu regardes cette vidéo dans les commentaires et abonne-toi. Replaçons-nous dans le contexte. Pendant des siècles, le denier d'argent constitua le pilier de l'économie romaine. Lors de sa première frappe, vers 211 avant Jésus-Christ, il était composé d'argent quasi pur et jouissait de la confiance absolue de l'Empire et au-delà. Les soldats romains recevaient leur solde en argent. Les marchands l'exigeaient et le peuple y plaçait ses économies. Le denier ne représentait pas seulement une monnaie. Il incarnait la confiance, solidifiée dans le métal. La puissance de l'Empire et la valeur de la pièce étaient inextricablement liées. Tant que la confiance en Rome persistait, la confiance en sa monnaie demeurait. Cependant, la gestion d'un empire a un coût exorbitant. Il fallait financer les légions, construire routes et aqueducs et soutenir l'effort de guerre. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Rome, épuisée, défendait ses frontières contre les tribus germaniques, les Parthes à l'est, et des troubles internes. Les recettes fiscales ne parvenaient plus à couvrir les dépenses militaires. Les empereurs eurent alors recours à une ruse ancestrale, la dépréciation monétaire. Plutôt que d'augmenter les impôts, une mesure toujours impopulaire, ils réduisirent progressivement la teneur en argent du denier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sous le règne d'Auguste, à l'aube de l'Empire, le denier contenait environ 95% d'argent. Sous Caracalla, au début du IIIe siècle, sa pureté était tombée à environ 50%. À l'époque de l'empereur Galien, au milieu du IIIe siècle, le denier ne contenait plus que 5% d'argent. Une pièce autrefois constituée de métal précieux n'était plus qu'un disque de bronze à la fine pellicule d'argent. La population pouvait voir et sentir la différence. L'inflation s'ensuivit inévitablement. Les prix s'envolèrent, la monnaie n'étant plus ancrée sur aucune valeur réelle. Une mesure de blé qui coûtait autrefois un denier pouvait soudain en exiger des dizaines. Cette crise n'avait rien d'une théorie abstraite. Elle détruisit concrètement la vie des Romains ordinaires. Les soldats exigeaient des salaires plus élevés pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Les marchands cessaient d'accepter les pièces dépréciées, leur préférant le troc ou l'or. Les économies locales retournèrent au commerce de proximité, la monnaie ayant perdu toute fiabilité. Plus la confiance s'effritait, plus les empereurs produisaient de pièces de moindre qualité, espérant que la quantité pallierait le manque de valeur. Un cercle vicieux s'installait, le même cycle qui s'est répété à travers d'innombrables épisodes inflationnistes depuis. La crise culmina durant ce que l'histoire appellera la crise du IIIe siècle. Entre 235 et 284 après Jésus-Christ, Rome sombra dans près de 50 ans de chaos, invasions, épidémies, guerres civiles et effondrement économique. Les empereurs se succédaient à un rythme effréné, certains régnant à peine quelques mois avant d'être assassinés. Derrière ce tumulte politique se cachait un système financier en pleine déliquescence. Les impôts étaient perçus avec une monnaie qui valait de moins en moins. Les agriculteurs abandonnèrent leurs terres plutôt que de payer. Les réseaux commerciaux se disloquèrent. Le gouvernement romain tenta des mesures désespérées, du contrôle des prix au travail forcé, pour maintenir le système à flot. Rien n'y fit. L'empereur Dioclétien tenta d'endiguer l'hémorragie. En 301 après Jésus-Christ, il promulguait l'édit du prix maximum, fixant le coût de plus d'1 millier de biens et services, des denrées alimentaires au salaire. Les contrevenants risquaient la mort. Cet édit fut un désastre total.
Impossible de réguler les prix par décret lorsque la monnaie elle-même n'a plus de valeur. Le marché noir prospéra, et le commerce officiel frôla l'effondrement. Il devint évident qu'aucune loi ne pouvait sauver une monnaie défaillante. Rome finit par abandonner définitivement le denier. Constantin le Grand introduisit le solidus, une pièce d'or à la pureté constante, vers 312 après Jésus-Christ. Il permit de rétablir une certaine stabilité, et cette monnaie perdura pendant des siècles dans l'Empire romain d'Orient, ou byzantin. Mais à cette époque, l'Empire d'Occident était déjà irrémédiablement affaibli. La dépréciation du denier avait vidé Rome de sa substance économique. Les armées ne pouvaient plus être financées, les réseaux commerciaux étaient brisés et la confiance avait disparu. La chute de Rome ne fut pas un événement soudain, mais un long processus dont l'effondrement monétaire fut l'un des fils conducteurs les plus déterminants. Quel enseignement pour notre époque! Il nous rappelle que la destruction de la monnaie entraîne inexorablement la chute des empires. Rome avait cru pouvoir y échapper. Les gouvernements modernes croient pouvoir faire de même en imprimant du papier, en manipulant les taux d'intérêt ou en gonflant les dettes. Mais le résultat est toujours le même. Le peuple en paie le prix, la richesse est détruite et la confiance s'effondre. Rome a appris cette leçon à ses dépens, et si nous l'ignorons, nous le ferons aussi. L'histoire n'a pas cessé d'enseigner après Rome. Chaque crise inflationniste majeure depuis lors a répété le même schéma. Les gouvernements déprécient la monnaie pour couvrir leurs dépenses, les élites se protègent avec des actifs réels et les citoyens ordinaires se retrouvent ruinés. La crise monétaire romaine n'en est que le premier exemple à grande échelle, un prélude à l'effondrement. Au XXe siècle, les échos sont assourdissants. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a dû verser des réparations écrasantes en vertu du traité de Versailles. Le gouvernement a imprimé des marques pour couvrir ses obligations, pensant pouvoir éponger sa dette, tout comme Rome avait autrefois frappé davantage de pièces. En 1923, l'hyperinflation faisait rage. Une miche de pain qui coûtait 1 mark avant la guerre valait plus de 200 milliards de marks à l'automne de cette année-là. Les gens transportaient leurs salaires dans des brouettes. Les retraités mouraient de faim, leurs économies s'évaporant. Et comme à Rome, ceux qui avaient des dettes les ont vues anéanties par l'inflation, tandis que ceux qui possédaient des actifs réels, terres, usines, devises étrangères, en sont ressortis plus forts. L'argent a perdu toute valeur, et le désespoir économique a alimenté l'extrémisme politique qui a préparé le terrain pour l'ascension d'Hitler. Le Zimbabwe a suivi la même voie au début des années 2000. Confronté aux confiscations de terres, à la baisse de la production et à l'augmentation de la dette, le gouvernement s'est tourné vers la planche à billets. En 2008, l'inflation avait atteint un niveau ahurissant, un taux annuel de 89 sextillions %. Les prix doublaient chaque jour. Les magasins ne pouvaient pas changer les étiquettes assez vite. Finalement, le Zimbabwe a complètement abandonné sa monnaie, obligeant ses citoyens à échanger en dollars américains ou en rand sud-africains. Une fois de plus, un gouvernement a cru pouvoir tromper la réalité. Une fois de plus, le peuple en a payé le prix. Mais il ne faut pas se limiter aux extrêmes. Même dans les économies développées modernes, le modèle romain perdure. Prenons l'exemple des États-Unis. En 1971, le président Richard Nixon a retiré le dollar de l'étalon or, rompant ainsi le dernier lien entre la monnaie et un ancrage tangible. Dès lors, le dollar est devenu ce que les économistes appellent une monnaie fiduciaire, adossée non pas à l'or, mais à la confiance dans le gouvernement. Et tout comme à Rome, la tentation de dépenser au-delà de ses moyens est devenue irrésistible. Au cours des décennies suivantes, la dette a explosé, la masse monétaire s'est accrue, et l'inflation est devenue un courant sous-jacent constant. Si nous n'avons pas vu de brouette de billets, nous avons constaté une érosion constante du pouvoir d'achat. $1 en 1971 pouvait acheter ce qui coûte plus de $6 aujourd'hui. Les pièces se ressemblent, les billets se ressemblent, mais leur valeur a été vidée de sa substance. Le piège est toujours le même.
Les gouvernements déguisent l'inflation en croissance. Ils affirment aux citoyens que des salaires plus élevés sont synonymes de prospérité, même si les coûts augmentent plus vite. Ils présentent la dette comme un investissement, même lorsqu'elle finance la consommation. Ils présentent la hausse des marchés boursiers comme une preuve de richesse, même lorsque la majorité ne possède que peu ou pas d'actions. À l'instar des empereurs romains, ils prétendent que rien de fondamental n'a changé, tout en extrayant discrètement de la valeur de chaque pièce, de chaque billet, de chaque salaire. Ce qui rend cette situation dangereuse aujourd'hui, c'est que son ampleur est mondiale. L'effondrement de Rome était une crise impériale. L'hyperinflation de Weimar était nationale, celle du Zimbabwe était locale. Mais aujourd'hui, le monde entier fonctionne grâce à des monnaies fiduciaires, des dettes colossales et des banques centrales prêtes à imprimer des milliers de milliards au premier signe de crise. Cela signifie que le prochain effondrement ne se limitera pas à un seul empire ou à un seul pays. Il se propagera à l'échelle mondiale. Et si l'histoire est un guide, ceux qui souffriront ne seront pas les élites détentrices d'actifs, mais les millions de personnes qui dépendent de salaires, de retraites et d'épargnes libellées dans des devises de plus en plus fragiles. Alors, que devez-vous, en tant qu'individu, retenir de la crise monétaire de Rome? Tout d'abord, comprenez que l'inflation n'est pas un accident, c'est une politique. C'est l'impôt silencieux qui a brisé les empires pendant 2000 ans. Deuxièmement, il faut comprendre que la véritable richesse ne se trouve pas dans le papier ou les chiffres sur un écran, mais dans les actifs qui détiennent la valeur là où l'argent n'en a pas. La terre, les compétences, les entreprises productives, les ressources. Troisièmement, ne présumez jamais que la stabilité est permanente. Les Romains du 1er siècle auraient ri si on leur avait dit que leur pièce de monnaie serait un jour sans valeur. Les Allemands de 1913 se seraient moqués de l'idée de brouettes pleines d'argent liquide. Les Zimbabwéens des années 1980 pensaient que leur indépendance était une promesse de prospérité. Pourtant, dans chaque cas, la même histoire s'est déroulée. La chute de Rome nous rappelle que les systèmes financiers peuvent s'effondrer lentement puis soudainement à mesure que la confiance s'évanouit. Lorsque l'argent cesse d'être réel, la société elle-même commence à se défaire. Les contrats échouent, le commerce s'effondre, les armées se dissolvent et les gouvernements perdent leur légitimité. Les barbares aux portes peuvent finir le travail, mais le véritable tueur est toujours à l'intérieur du trésor. Et voici la chute. L'histoire ne se répète pas, mais si vous ne la comprenez pas, elle vous écrasera quand même. La crise monétaire romaine n'était pas seulement due à de mauvais empereurs ou à des élites cupides. Il s'agissait de la fragilité de l'argent lui-même lorsqu'il est utilisé abusivement par le pouvoir. Et cette fragilité n'a jamais disparu. Si cela vous a apporté une nouvelle perspective, abonnez-vous. L'histoire a les réponses et je vous montrerai où chercher.